Een sterrenrestaurant runnen is voor veel chefkoks een echte droom. Maar het is vooral keihard werken om elke dag opnieuw topgastronomie te brengen met de smakelijkste gerechten op het bord. In deze reeks brengen we een eigenzinnige mix van 8 sterrenrestaurants, waarin de chef telkens zijn signatuurmenu presenteert. Met andere woorden, schuif lekker aan en proef mee van de heerlijkste gerechten. Welkom bij De Sterrenkaart. Vandaag wippen we even over de taalgrens voor een hoogst opmerkelijke keuken. In het landelijke Liernu, niet ver van Namen, brengt chef Sanghoon Desjembre een eigenzinnige keuken, waarbij de enorme groentetuin de grootste inspiratiebron is. De self-made chef met Koreaanse roots houdt van vernieuwing en streekproducten. En die ongewone combinatie vertaalt zich niet alleen beeldig in het bord, het zorgt ook voor een smaakervaring die bijblijft. Je suis Sanghoon Desjembre, j'ai 45 ans et je suis chef propriétaire du restaurant L'Air du Temps. Donc L'Air du Temps est implanté depuis 16 ans dans la région d'Aiguezé. Nous avons 2 étoiles Michelin depuis 2008 et nous avons 18 sur 20 au Goemio. Nous avons déménagé le restaurant assez récemment, donc ça fait 1 an et demi. Donc notre équipe s'est agrandie. On a plus ou moins 20 personnes qui travaillent ici, que ce soit dans le jardin, dans la cuisine, dans la salle de restaurant. Je suis né en Corée. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 5 ans, adopté par une famille belge. Quand j'étais gamin, je voulais être pharmacien. Donc j'ai commencé mes études en latin sciences. Après 3 ans, je voulais vraiment avoir un métier que j'appréciais mieux. Et donc mes parents m'ont mis vers la restauration parce que j'aimais bien manger. J'ai commencé l'école hôtelière à 14 ans, mais mes parents m'ont retiré de l'école et ils m'ont mis à l'école de boucherie. Donc j'ai fait boucher, boucher-charcutier. Après mon diplôme, j'ai dit non, je ne veux plus faire la boucherie, je veux vraiment faire cuisine. J'étais en apprentissage, mais on ne m'a jamais donné l'occasion d'aller en cuisine. On m'a dit, voilà, tu resteras en salle. Et c'est là que je me suis intéressé au vin. Au départ, il a fait la sommellerie. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'il travaillait dans un restaurant comme sommelier. Parce que moi aussi, je travaillais dans la restauration, mais en salle. J'ai travaillé dans 5-6 maisons en Belgique, toujours en tant que sommelier, maître d'hôtel. Voilà. Et donc en 97, j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. Et je dis oui, on va ouvrir un restaurant, mais qui va cuisiner? Et il dit ben moi. Et voilà. Il s'est mis à la cuisine du jour au lendemain. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je n'ai pas vraiment un déclencheur de faire la cuisine. Je n'ai aucun background, je n'ai aucun élément qui m'ont fait en sorte de devenir cuisinier, quoi. Il y avait ce côté aimer manger. Donc c'est quelque chose que j'aimais énormément, c'était manger. Chaque fois que les gens viennent chez nous, on leur sert, dès qu'ils arrivent, un verre d'eau et du pain. Donc c'est le premier geste d'hospitalité, au fait, quand on accueille quelqu'un, c'est l'eau et le pain. Et donc l'eau, elle est toujours aussi en fonction de la saison. Là, on l'a fait à la verveine. Donc c'est vraiment une petite gorgée pour se rincer la bouche. Et le pain, ben, c'est une fine tranche de pain qui ressemble à un morceau de bois. Donc les gens ne savent pas trop si c'est de la décoration ou si c'est pour manger. Mais voilà, ça correspond pour moi au premier geste. Donc on va mettre ça dans un butener. Le sucre, en général, c'est 40 grammes, donc on n'en met pas trop. Et de l'acide citrique. Et je le passe à l'ultrason. En fait, quand on s'est installé il y a 17 ans maintenant, nous cherchions une maison dans la région. C'est presque une légende, mais la maison qu'on a reprise était une ancienne friterie. Mais j'ai jamais fait des frites, hein. Jamais. Donc on a ouvert et voilà, on s'est dit, on n'a investi pas beaucoup finalement. On verra comment ça se passe. Et puis ça a fait boule de neige. Et voilà, après ça, le menu peut commencer. La gastronomie, pour moi, c'est plus mettre en valeur ce que la nature a produit. Donc là, ici, la nature produit des super légumes. C'est vraiment à moi de leur donner le meilleur, de les mettre en avant et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je vais vous montrer comment on fait pour les lactofermentés. Donc ici, ce sont des petites carottes qui proviennent de notre jardin. Donc ce qui est important, c'est de les nettoyer correctement. Comme ça, on ne va pas les peler.
parce qu'on a besoin aussi des petits ferments lactiques qui se trouvent sur la peau des carottes. En Corée, la lactofermentation est vraiment compris dans toutes les familles. Ça fait partie de la culture. Et donc, on a pour habitude en Corée de préserver tous les légumes qu'on a dans notre jardin pour les saisons d'hiver. Ici, on a un jardin depuis longtemps maintenant. Et on a toujours eu un petit problème, c'est qu'en hiver, on n'a pas de légumes. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir les conserver, récolter tout ce qu'on a eu en été et en automne. Donc là, c'est vraiment le moment où il y a le plus de légumes. Et on veut les préserver pour pouvoir donner des légumes à nos clients en hiver. Donc l'idée, c'est avoir le moins de gaspillage possible et aussi respecter les saisons. Donc voilà, on a la carotte, on a besoin d'un peu de gingembre. Donc là, j'ai besoin de quelques tranches, pas plus que ça. J'ai besoin d'un morceau de poire. Donc la poire est importante pour l'apport de sucre. Parce que la bactérie lactique a besoin de sucre pour se nourrir et se développer. Important, l'ail. Et on a besoin d'eau avec du sel. L'eau salée va vraiment isoler la bactérie lactique dont on a besoin et tuer toutes les autres. On va mettre nos petites carottes, hop, dans le sac. L'ail, le gingembre et la poire. On verse l'eau salée et le starter lactique, c'est simplement l'eau d'un yaourt. Voilà, pas plus. Et là, on va mettre sous vide, mettre dans un bain à 35 degrés jusqu'à ce que le sac gonfle. Ça peut prendre, ça dépend des saisons, entre 36 et 48 heures, parfois un peu plus. Au début, quand on s'est implanté ici, c'était vraiment l'idée de travailler avec les produits de la région, des producteurs. Mais il y avait une chose qui nous manquait, c'était des bons légumes. Et donc, j'ai demandé à mon meilleur ami de me faire des légumes et il a commencé comme ça. Benoît est assez particulier, donc c'est lui qui est le chef jardinier. À la base, il n'est pas du tout jardinier, il était banquier. Au début, c'était moi qui imposais, j'ai envie d'avoir ces légumes-là. Mais au fur et à mesure, c'est le jardin qui me dicte ce que je dois mettre à la carte. C'est le jardin qui me dit, tiens, la semaine prochaine, il y a les petits pois qui vont commencer, je change la carte. Alors, la semaine suivante, c'est peut-être les carottes, je change la carte. Donc je change vraiment en fonction de ce que le jardin me dicte. Le jardin, pour nous, c'est devenu la colonne vertébrale du restaurant. Quand votre sac a fermenté, je conserve tout ça dans des pots. Voilà. La fermentation, c'est vraiment comme du vin. Donc plus vous attendez, et meilleur ce sera. Donc quand vous avez fini la fermentation, vous pouvez le consommer une semaine après, pour éviter justement le côté un peu pétillant. La bactérie lactique va consommer le glucose du légume. Et donc ça va se transformer en gaz d'un côté, et de l'autre côté, ça va se transformer en acide lactique. Et l'acide lactique, c'est vraiment l'acide du yaourt, c'est légèrement acidulé, et c'est moins puissant que le vinaigre. Et donc, ça va donner une impression un peu molle, mais quand vous mordez dedans, ça reste croquant. Donc là, au niveau de la digestion aussi, c'est beaucoup plus facile à digérer. Et au niveau santé, il y a beaucoup plus de vitamines et de sels minéraux dans un légume lactofermenté que dans un légume frais. La suite, donc quand on a ces légumes lactofermentés, bon, on va faire une assiette de légumes qui est complètement différente. D'aspect, ce sera la même chose, mais au niveau du goût, ce sera complètement différent. Donc ici, un petit panel de légumes de saison. Pour moi, c'est important de travailler la saison. Donc on a les asperges blanches, les vertes qui viennent de la région, un petit oignon qu'on a cuit en sous-vide, qu'on va juste caraméliser, le kimchi blanc. Donc ça, c'est vraiment le modèle coréen de la fermentation. Ici, des radis rouges qu'on a fermentés aussi, des artichauts frais, des navets lactofermentés, et ici, un radis serpent, donc on a aussi dans le jardin. On va agrémenter tout ça de différentes fleurs du jardin, mais aussi d'une sauce. Et la sauce, c'est important. On va utiliser le jus des carottes. On va faire chauffer avec seulement un petit peu de beurre. Une petite cuillère de fond de volaille. Ici, les oignons, que je vais légèrement saler en surface. C'est vraiment pour favoriser la coloration. Voilà. Je presse sur les oignons pour qu'ils soient bien caramélisés. Donc pour moi, les équilibres sont très importants. Donc il est important d'avoir
l'acidité, légère sucrosité, une pointe d'amertume qu'on a avec la caramélisation et la salinité. Donc vraiment les 4 goûts de base. Les radis, les asperges vertes, le radis serpent. Donc avec ça, on va pouvoir dresser notre plat. Donc je vais mettre au fond un petit coulis de poivron. Ça va donner un aspect un peu sucré. Donc d'abord les asperges en base. Voilà. Les artichauts. On va apporter le kimchi. On récolte les fleurs au dernier moment. Donc pour nous, le dernier moment, ça veut dire qu'on a encore tous les parfums de la fleur. Dès qu'on les accueille, après un jour à peine, les parfums s'en vont. Donc on a une palette vraiment visuelle, mais en même temps, la bouche, c'est exactement la même chose. Donc c'est presque comme un assaisonnement, les fleurs. On vous sert l'assiette de légumes de saison avec un jus lactofermenté à l'huile d'olive. Dans la salle, pour moi, il y a un esprit zen, donc c'est assez calme. Il n'y a pas de décoration superflue, etc. On est plus sur le côté zen. Et donc ça permet aux clients de focaliser sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Mon rôle principalement, c'est d'accueillir les clients, de les accompagner, d'entourer l'équipe. Mais surtout tout ce qui est comptabilité, administration depuis quelques années. L'équipe, elle a vraiment grandi petit à petit. On s'est rendu compte qu'au début, on n'était qu'à 2 en cuisine. On travaillait très bien. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, on a appris à gérer une équipe. Et ça, c'était assez difficile. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, l'équipe, elle apporte énormément en termes d'énergie, d'envie d'avancer, etc. Donc c'est pour ça qu'on doit entretenir une équipe. Une équipe qu'on a formée, c'est une équipe presque comme une famille. Mais je ne saurais pas faire sans. Il n'existe pas un bon chef sans une bonne équipe. Savoir bien cuisiner, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais en même temps, ce qui fait la différence entre un bon cuisinier et un très bon cuisinier, c'est l'intuition, c'est le feeling et c'est rester à l'écoute. Je pense qu'un bon cuisinier doit vraiment être attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Le plat principal est à base de pigeonneaux. Donc on a ici tout autour dans la région, on travaille avec plus ou moins une vingtaine de producteurs régionaux. Et il y a quelques années, j'ai rencontré un producteur de pigeons. Il fait 25 pigeons par semaine, donc c'est vraiment très peu. Et je lui prends quasiment toute sa production. Donc il fait vraiment que pour nous presque. Et donc on a un pigeonneau vraiment qui est superbe. Et c'est vraiment un pigeonneau de chair. Donc c'est une variété qui s'appelle Hubel. C'est un pigeonneau qui est tout blanc. Et c'est une variété qui est vraiment faite pour la viande, qu'on va mettre dans un petit buns comme ça. Donc ça, c'est vraiment le typique des pays asiatiques. C'est un buns, un steam buns. On va mettre les pâtes dedans, on mangera un peu à la street food avec les doigts. Donc important pour nous, c'est de garder un maximum de peau dessus. Donc je vais faire une entaille ici, sur le côté de la pâte. Parce que sur la pâte, moi, je n'ai pas besoin de la peau. Donc, on va aller retirer cette pâte, casser à l'articulation. On va aller chercher ici le solilace. Voilà. Comme ça, on a vraiment toute la chair. Donc là, on va aller chercher la peau un peu plus loin aussi. Juste comme ça. Voilà. Et je vais aller dégager. Voilà. Par définition, un pigeonneau, c'est un pigeon qui n'a jamais volé. Donc il est sorti du nid, il grandit et jusqu'à 28 jours, il est pigeonneau. Voilà. Et à 28 jours, on l'abat. Donc d'abord lui donner la couleur, puis après on va le plonger dans un bain d'huile aromatique, et on va le laisser cuire pour atteindre une température à cœur de 52-53 degrés. Donc ça, c'est une première coloration. Et après cuisson, on va lui donner une deuxième coloration. Voilà. Donc là, ça va prendre plus ou moins 45 minutes. Donc dans un bain d'huile à 80 degrés.
Donc là, pendant ce temps-là, on a nos petites pâtes ici. On va colorer aussi. Alors, pour la préparation du jus pour confire les pâtes, des échalotes, le jus d'orange, la baie de genévrier, cardamome, un peu de sucre muscovado, donc c'est un sucre brut, un peu de rasé hanout, voilà, pointe de soja, et on termine avec le fond de volaille. Donc on va porter à ébullition, on va mettre les petites pâtes à confire dedans, voilà, et on va laisser frémir. Ça va cuire plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie, pour que la chair soit vraiment très, très soft. C'était en 2000, au mois de février, parce qu'à l'époque, le Michelin sortait en février. Et ça faisait 2 ans et demi qu'on était ouvert. Et avant ça, j'avais jamais cuisiné, hein. Jamais, jamais, jamais. Et c'était un jour de congé et on m'a téléphoné pour dire que j'avais une étoile. Et j'étais pas encore dans le guide Michelin du tout, hein. Donc j'étais même pas repris dedans. Et je suis rentré dedans directement avec une étoile. Je n'imaginais pas que je pouvais rentrer dans un guide Michelin parce que pour moi, l'idée, c'était le luxe. C'était un petit salon, c'était quelque chose qui... Et chez nous, c'était pas le luxe. C'était la maison, le restaurant qu'on avait fait, j'ai tout fait moi-même. Pendant 2 ans, j'ai retapé la maison, j'ai construit les WC, j'ai fait des murs, j'ai carrelé, j'ai fait de la plomberie, j'ai tout fait. Pour faire la sauce, on a besoin d'échalotes qu'on va faire réduire avec du vin blanc. Donc là, c'est important, c'est réduire complètement à sec. Voilà. Donc après, quand les échalotes ont vraiment tout absorbé, donc on est presque sec, je vais ajouter les épices, rasé hanout et cumin. Donc j'ajoute les épices pour les cuire un peu. Et quand c'est fait, j'ajoute le fond de volaille. Voilà. Donc là, on va laisser réduire. Je pense que d'avoir 2 étoiles et 18 sur 20 au Gomio nous place dans, je dirais, dans les top restaurants en Belgique. C'est pas vraiment ce qui nous fait avancer. On ne travaille pas pour les guides, hein, on travaille pour nos clients et pour nous aussi. Parce qu'on a la satisfaction de faire du bon travail. Mais les guides, ça permet quand même de se faire connaître, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Donc ça fait venir des gens d'ailleurs, ça nous permet de faire des connexions aussi avec d'autres chefs. Et ça me permet, depuis que j'ai 2 étoiles, de voyager énormément, rencontrer d'autres styles de cuisine et d'autres univers gastronomiques. Alors maintenant, on va s'occuper des pâtes. Donc on va filtrer le jus. Alors, vous voyez, les pâtes sont bien là. On va s'occuper de notre pigeonneau. Et on va le laisser reposer comme ça. Ben, San est quelqu'un de très simple. Comme tout chef qui est reconnu, il a évolué. Il est resté très humble par rapport au métier, mais en même temps convaincu. Il a ses idées et il veut les garder. Il essaye vraiment de rester dans son créneau. Mon style de cuisine est, je le décrirais comme étant en référence avec la mémoire collective. Donc c'est tous des plats ou des produits que les gens connaissent. Mais par mes influences, que ce soit coréenne ou que ce soit les techniques que j'ai apprises, je lui donne une personnalité. Voilà. Donc c'est vraiment la technique et mes racines et les produits d'ici qui font en sorte qu'on a vraiment un style particulier. Ici, on a une petite mousseline de carottes, de la roche rouge, qui est une variété d'épinards, la pousse de petits pois, on a des petites fleurs de persil, ça, c'est une meringue au rasé hanout. Et voici donc le pigeonneau, production locale, avec les carottes lacto-fermentées et les pousses du jardin. Et pendant qu'ils mangent, on prépare le buns, donc deuxième partie. Je pense qu'à l'heure actuelle, la cuisine est vraiment un phénomène international. Donc quand on va à l'étranger et qu'on voit des cuisines internationales, elles se ressemblent quand même relativement toutes.
Maintenant, quand on va chez des cuisiniers qui sont très personnels, on sent des choses qui sont complètement différentes, effectivement. Et donc c'est ça qui est intéressant quand on va à l'étranger, c'est absorber ces nouvelles tendances et essayer de retranscrire non pas le plat, mais la philosophie chez nous. Le côté un petit peu piquant avec les fleurs, un petit mélange de sésame noir, sauce hoïsine, vinaigre de riz. Voilà, il faut que ce soit généreux. Et voilà. Le buns de pâte de pigeonneau confite au sésame noir et mangé avec les doigts, façon street food. Un bon service, c'est complémentaire avec la cuisine. Parce que la cuisine, ça peut être très bien, mais s'il n'y a pas un bon service, ça n'ira pas. Donc ça fait un ensemble. Dès que les gens arrivent, ils sont notés sur le tableau au niveau de la table, l'heure d'arrivée, le menu qu'ils prennent, etc. Et donc pour nous, le timing, c'est quelque chose de super important quand vous allez au restaurant. Et on sait maintenant, après 16 ans, que la bonne fourchette, c'est entre 15 et 20 minutes. Entre un plat qui sort et un autre qui doit sortir, il faut 15-20 minutes, pas plus. On maintient une tension, et ça c'est important. Le repas, ça ne doit pas faire ça, puis remonter, puis redescendre. Ça doit rester tout le temps continu jusqu'à arriver à la fin. Donc ce tableau, pour moi, c'est vraiment un tableau à suivre comme une partition de musique, quoi. Il faut vraiment le suivre à la lettre. Et ça permet à toute l'équipe de travailler ensemble dans la même direction. On a quelques plats qui sont des plats favoris, donc qui sont souvent basés sur des produits de la région. Le pigeonneau, par exemple, c'est vraiment un standard chez nous. Les légumes lactofermentés, c'est aussi quelque chose qui est aussi un standard. Sinon, on travaille énormément sur le légume, aussi en dessert. Donc là, c'est toutes des choses que les gens attendent quand ils viennent chez nous. Il y a des plats qui sont vraiment fétiches, comme la qui-huître, la moule frite, qu'on essaye de remettre régulièrement au menu. J'ai des plats qui sont fétiches depuis 10 ans, mais à chaque année, il a une nouvelle version. Et le jour où je ne sais plus lui donner une nouvelle version, il est mort. Et là, dans ce cas-là, on passe à autre chose. Ça veut dire que le plat, il a fait sa vie et je ne saurais plus le retravailler. J'aime assez bien travailler les desserts, mais différemment. Je ne suis pas toujours sur des desserts qui sont fort sucrés. J'aime bien travailler les légumes en dessert, énormément. Et ici, on est dans une période de fruits. Donc on a la rhubarbe, on a la fraise qui a commencé aussi, mais on a différentes fleurs sauvages comme le sureau et comme le robinet acacia. Donc ça, c'est un dessert qui est plutôt en parfum, très parfumé. Alors on voulait garder quelque chose d'assez léger. Donc pour moi, c'est important d'avoir ces supports acidulés avec la rhubarbe, avec le parfum de la fraise. Mais il fallait aussi un côté un peu lacté, donc de la crème ou du lait. Donc j'ai besoin de la crème. Et j'ai besoin du lait. Du sucre en poudre. Donc voilà, ici j'ai les fleurs de sureau que je vais hacher assez fin pour donner un maximum de parfum. Mon restaurant s'appelle l'Air du Temps. Et l'Air du Temps, ça veut dire être toujours au sommet de l'information, toujours être up-to-date. Je pense que c'est un nom qui va très bien avec mon style parce que j'ai toujours été très au courant des nouvelles techniques, nouvelles technologies, et j'ai toujours voulu aller un petit peu plus loin grâce à ça. Ouais. Là, c'est vraiment une infusion dans le lait de la crème. Il faut savoir que tout ce qui est lacté, ça prend vite les goûts. On va faire chauffer légèrement. Donc là, on va ajouter la gélatine. C'est presque normal que j'ai adhéré au mouvement moléculaire parce que je n'avais jamais appris à cuisiner. Donc quand on n'apprend pas à cuisiner, on se retrouve parfois devant des questions techniques. La technique, je ne l'ai jamais apprise. Et je ne voulais pas ouvrir un livre de recettes et copier les recettes. Je voulais vraiment créer mon propre style. Et donc, mon propre style, ça devait nécessairement passer par la compréhension. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, il fallait que je comprenne les choses. Et donc là, comprendre la cuisine dans son essence, c'est-à-dire tout ce qui est chimie et physique, parce que la cuisine, c'est ça.
Une ébullition, c'est physique. Une mayonnaise, c'est une émulsion, c'est un phénomène chimique. Et donc comprendre tout ça, ça veut dire que j'avais beaucoup plus de possibilités de créer mon propre style. Et c'était donc inévitable de passer par ça. Mais maintenant, l'idée du moléculaire qu'on se fait, c'est une idée très superficielle et artificielle. Et pour moi, c'est pas ça la cuisine moléculaire. Pour moi, la cuisine moléculaire, c'est comprendre ce qu'on fait. Donc les ingrédients pour le sorbet, donc, il faut de l'eau, du sucre, un peu d'acide citrique et un stabilisateur à sorbet. Et l'élément principal ici, le sureau. Donc je vais passer à l'ultrason. Les ultrasons, ce sont des vibrations très rapides et qui viennent percuter les molécules aromatiques. Et les arômes vont se diffuser dans l'eau. On a fait des analyses en laboratoire entre le même produit en infusion à 75 degrés et l'autre en ultrason. Dans la façon traditionnelle en infusion, on avait 5 molécules aromatiques qui avaient été extraites, et avec l'ultrason, 25. Donc on arrive à extraire des choses qu'on n'arrive pas à faire avec une infusion normale. Voilà, donc on est monté à 60-70 degrés pour faire agir le stabilisant. Le stabilisant à glace, c'est principalement de la gomme de caroube, donc ça permet d'avoir une certaine texture. Vous voyez, regardez, c'est déjà un peu plus sirupeux. Là, on va mettre ça au congélateur. Voilà. Je vais faire une petite brunoise de rhubarbe. Plus ou moins 3 ans. Donc je constatais qu'il y avait beaucoup de gens qui ne buvaient plus d'alcool parce qu'ils devaient conduire ou parce qu'il y avait d'autres raisons. Et je trouvais dommage de faire tout un repas avec de l'eau seulement. Et j'ai eu l'idée de créer des boissons qui allaient parfaitement avec chaque plat, mais en utilisant des produits du jardin, des épices. Et grâce à la technique de l'ultrason qu'on a un petit peu mis au point, on a des eaux qui sont aromatiques, mais avec des arômes qui sont très prononcés, sans devoir avoir recours à des arômes artificiels ou des conservateurs. Donc maintenant, une personne sur 3 prend des eaux, quoi. Puis ça s'appelle robinier, robinier faux acacia. Mais on a un parfum qui est vraiment très agréable, qui sent même un peu la fraise. Donc c'est très mielleux aussi, c'est très parfumé, aromatique. On a fait l'an dernier pour fêter nos 15 ans d'anniversaire. Et donc j'ai invité des chefs que j'avais rencontrés dans des festivals, dans des congrès, ou avec qui j'avais déjà fait des masterclass ou des choses comme ça. Et ce sont vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Et on devient, à la force des choses, quand même relativement proches et assez amis. Et je les ai invités à faire ici des menus à 4 mains. C'est-à-dire qu'ils venaient, on partageait un menu, en fait. Ils faisaient 3 plats et je faisais 3 plats, chacun un dessert. Et donc ça permettait aux gens de découvrir une autre cuisine et sans voyager. Donc c'est une formule qui marchait très très bien. On va prendre notre biscuit. La rhubarbe est fondue, donc comme des petits filaments. On vient déposer un petit peu de rhubarbe crue, les fraises. Le sorbet. On termine avec la mousse. On est passé, avant d'arriver au style qu'on a, on est passé par différents styles. Donc c'était autour du vin, ça a été le moléculaire, etc. Et donc les gens avaient une attente très technique. Donc ils s'attendaient à avoir des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et à l'heure actuelle, maintenant, l'attente, c'est ils savent qu'on a un jardin, donc ils s'attendent à avoir des choses autour du jardin, mais aussi des choses avec des idées extraordinaires. Donc là, les gens, quand ils viennent ici, ils veulent avoir de la nature, mais de la surprise aussi. Quand on a ouvert, il y a 17 ans maintenant, c'était très familial, très spontané. Voilà. Et on a évolué et de ce fait, on n'a pas changé, nous, en tant qu'humains. Et ça, les gens le sentent. Donc ici, chez nous, c'est pas les gants blancs,
voilà, des cérémonies, c'est la simplicité. À l'heure actuelle, la clientèle est assez jeune, on a une moyenne de 40 ans. On a énormément de blogueurs, de foodies qui viennent manger. 40% de la clientèle, surtout le week-end, vient de Flandre, mais énormément d'étrangers aussi. Et grâce à nos chambres, on peut aussi accueillir les gens qui viennent de loin, quoi. Je pense que le Belge a un vrai amour de la gastronomie. Il aime vraiment bien manger et ça se voit à l'étranger. Donc quand vous allez en France, les cuisiniers français, ils adorent voir les Belges. Je pense que le Belge doit se dire on a une grande cuisine. Et à force de le dire, ça se répète et on ne sait pas d'où ça vient.